Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique consacré aujourd'hui à un mot à la mode, le populisme. Poutine, Mélenchon, Le Pen, Trump, la liste des dirigeants que les journalistes ont décidé d'affubler du qualificatif de populiste s'allonge à chaque élection, au point que le mot devient de plus en plus fourre-tout. Alors qu'est-ce que le populisme? Peut-on le réduire à une manière de faire de la politique? Les populistes sont-ils tous sur la même longueur d'onde? C'est ce que nous allons voir avec mon invité, Alain de Benoît. Bonjour Alain de Benoît. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, vous avez publié parmi vos nombreux ouvrages, Le moment populiste droite-gauche, c'est fini, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors pour commencer, Alain de Benoît, on va peut-être commencer au plus important. Qu'est-ce que veut dire le mot populisme? Alors avant de donner une définition, si vous voulez, il faut, je crois, voir l'ampleur du phénomène. À la fin du XIXe siècle, Karl Marx disait qu'il y avait un spectre qui hantait l'Europe, c'était le spectre du communisme. Aujourd'hui, début du XXIe siècle, c'est le spectre du populisme. Alors, on ne va pas en rappeler les différents éléments, disons simplement que depuis des décennies, on voit monter des protestations, des mouvements de rejet, des mouvements de colère, qui sont donné naissance à une véritable vague. La vague n'a pas cessé d'enfler. Aujourd'hui, c'est une sorte de tsunami qui s'empare de la majeure partie des pays d'Europe occidentale. Le dernier en date étant l'Italie, évidemment, où alors là, le phénomène explose de façon telle que l'Italie devient une sorte de laboratoire du populisme. Et comme vous l'avez dit, c'est un mot valise, c'est un mot caoutchouc qu'on décerne absolument à n'importe qui, soit pour des raisons polémiques, soit au risque en tout cas de le vider de toute signification. Alors, passons sur l'usage polémique, qui court les rues et qui entretient énormément de malentendus. Pour les uns, c'est la dérive droitière, le retour de ceci ou de cela. Pour les huluberlus les plus fantasques, qui ont toujours quelques trains de retard, c'est le retour des années 30. Et en réalité, on est là devant un phénomène qui est relativement nouveau, qui est important et dont on peut parler sérieusement. Beaucoup d'essais de sciences politiques ont d'ailleurs essayé de traiter sérieusement du problème. Alors, qu'est-ce que c'est que le populisme? Si on veut essayer de faire simple, c'est évidemment le rappel que la souveraineté populaire est le fondement même de la démocratie, ce qui renvoie à la notion de peuple, d'appel au peuple, de parler au nom du peuple, etc. Je dirais que la définition peut-être la plus précise qu'on puisse en donner, c'est que le populisme, c'est un nouveau mode d'articulation de la demande politique et sociale qui argumente à partir de la base, à partir du peuple et de ce concentré de peuple que sont les classes moyennes et populaires, et qui met en accusation une classe dirigeante dans son ensemble, des élites politiques, financières, économiques, médiatiques et également, vis-à-vis desquelles s'est installée une extraordinaire défiance. Alors, les deux phénomènes sont concomitants. C'est-à-dire que d'un côté, on voit évidemment monter le populisme, de l'autre côté, on a vu, à la faveur de la mondialisation, par exemple, qui a favorisé la mise en place d'une nouvelle classe dirigeante internationale, déterritorialisée, hors sol, ce qui a accentué le fossé entre les dirigeants et le peuple, entre les gouvernants et les gouvernés. À cette fracture fondamentale, par rapport à l'ensemble de la classe politique, se sont ajoutées d'autres fractures, la fracture entre la gauche et le peuple, la gauche qui historiquement avait toujours eu pour mission de défendre les travailleurs contre l'emprise de la logique du capital,
a décroché complètement, ne se reconnaît plus dans le peuple, et le peuple ne se reconnaît plus dans la gauche. Et d'autre part, il y a aussi des phénomènes de sociologie géographique, avec la coupure entre ce qu'on a appelé, après Christophe Guilluy, la coupure en France entre la France périphérique et les métropoles mondialisées. Alors, ce que je vous propose, Alain de Benoît, parce que là, on a essayé de faire une définition intellectuelle, entre guillemets, du populisme. On est allé à la rencontre des Français. Alors, les téléspectateurs, à chaque fois, nous reprochent d'être allés à Paris. Quand ils vont voir celui-là, je pense qu'ils ne vont pas être ravis non plus. Mais on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient du populisme, ceux qui étaient pour eux le populisme. Et vous allez voir, il y a de quoi être amusé. Le populisme, c'est un peu le retrait sur soi. C'est un peu le nationalisme. Le populisme n'est en général pas pour une modification dans le sens du progrès. Dans mon esprit à moi, ça a quelque chose de péjoratif. Ça m'évoque des sentiments de vouloir séparer les gens. Le populisme, selon moi, c'est une façon autocratique et d'être tout sur soi-même. C'est une manière de pervertir les gens, de leur monter la tête sur des sujets qui n'en sont pas. Lesquels, par exemple, sujets ? Par exemple, les migrants, enfin, c'est très exploité. Nous allons avoir tellement et tellement de migrants qu'on ne pourra plus vivre, qu'on ne va plus parler français dans ce pays, etc. Oh, populisme, peut-être je pense Le Pen et puis l'autre, là, comment ça s'appelle, l'excité de gauche, là, Jean-Luc Mélenchon ? Mélenchon, oui. Tous les deux, ils ont une sorte de populisme très politique à droite ou à gauche. On dit qu'il y a un populisme de droite et un populisme de gauche. De Marine Le Pen, évidemment. Nicolas Dupont-Aignan, à certains égards. Sarkozy l'a incarné plus qu'à son tour. Et pour Mélenchon, la question se pose. Pour moi, ce serait quand même la droite, et même la droite extrême, le Front National, l'ex-Front National. Pour moi, c'est ça. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être totalement. Mélenchon, pas mal. Et puis évidemment, Marine Le Pen. Le Pen et Mélenchon. Le populisme est un danger parce que, encore une fois, ça peut déclencher des mouvements de rejet pour certaines catégories, pour certains... Voilà, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que le populisme, c'est flatter le peuple à des fins évidemment électorales pour prendre le pouvoir et pour les berner. C'est négatif, populisme. C'est très négatif. Moi, je lis Le Monde, je n'ai pas d'article là-dessus. En revanche, j'écoute France Culture, j'ai parfois des philosophes qui parlent du populisme, oui. C'est très négatif. Je pense qu'avec des connards comme Trump ou même Poutine qui veulent détruire l'Europe, etc., si chaque pays devient indépendant, on n'aura aucune puissance pour réagir, hein, c'est sûr. Il y a la mondialisation qui n'est pas toujours exceptionnelle, j'en conviens. Mais on est dans l'Europe et aujourd'hui, on ne peut pas se refermer sur nous-mêmes. Je ne pense pas. Trump, par exemple, représente une voie qui serait extrêmement pénible que les Français prennent cette direction. Et idem par rapport à l'Europe. Enfin, pour moi, Trump est vraiment le type même du discours. Le discours de Trump est typiquement le type de discours populiste. Oui, enfin, il n'y a qu'à regarder le monde. Hein. Qui est-ce qui dirige le monde aujourd'hui ? C'est en Russie, aux États-Unis, en Israël, au Brésil. Voilà, c'est des populistes. Le populisme revient très très fort. Alors, c'est quand même des points de vue relativement négatifs, pour pas dire pire. Oui. Comment on explique? Alors, on voit qu'il y a une forme de confusion avec la démagogie aussi, d'une certaine manière, entre le populisme et la démagogie. Il y a également un autre aspect négatif, c'est donc le repli sur soi, c'est tout ce dont vous avez parlé, les heures les plus sombres de notre histoire, etc., etc. Comment on explique que on ait réussi à attacher à ce mot populisme une telle connotation négative, au point même que parfois ceux qui finalement seraient plutôt favorables aux candidats populistes refusent ce terme en
considérant que c'est négatif. Oui, vous savez, c'est pas nouveau. Il y a une époque, les gens de droite refusaient de se dire de droite. Mais dans le petit reportage que vous avez fait, qui est à la fois pittoresque et révélateur, je dirais que ce qui me frappe, c'est une condamnation à peu près unanime du populiste de la part de gens qui vraisemblablement ont des comportements parfaitement populistes. Parce que sans ça, on ne pourrait pas expliquer que d'un côté, les gens disent le populisme, vraiment, c'est pas bien, et de l'autre, qu'on voit le populisme monter partout. Ça, c'est évidemment le problème auquel nous sommes confrontés. La démagogie, bien entendu, les partis populistes, comme tous les partis, peuvent se révéler démagogiques. Je crois que c'est Marcel Gauchet qui disait la démocratie, c'est la concurrence des démagogies, et par conséquent, la démagogie des élites n'est pas moins forte, n'est-ce pas, que la démagogie des populistes. Je vais y arriver. Ce qui me frappe néanmoins dans ce petit reportage, c'est que pratiquement à aucun moment les mots peuple, souveraineté populaire ne sont prononcés. Or, le populisme, c'est d'abord l'idée que la souveraineté populaire ne doit pas être supplantée par la souveraineté parlementaire. Ce n'est pas du tout le désir de vivre séparé, rétracté, figé sur soi, mais au contraire, la volonté de recréer des communautés plus vivantes à la base. Ce n'est pas un mouvement antidémocratique, contrairement à tel ou tel mouvement du passé, mais c'est au contraire des mouvements qui ne critiquent la démocratie libérale que parce qu'ils voient bien que plus elle est libérale, moins elle est démocratique, et qui demandent par conséquent une démocratie de base, une démocratie participative, une démocratie plus directe. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que c'est un peu, encore une fois, les médias qui donnent le ton ? Et que c'est précisément parce que ces médias ont décidé de faire un ennemi du populisme que les gens annonnent, j'allais dire, cette forme de réflexe idéologique qui consiste à dire que le populisme c'est le danger, le populisme c'est le mal, c'est le repli sur soi. Est-ce que finalement tout cela ne dépend pas, encore une fois, de cette élite qui est justement dénoncée dans le populisme, cette élite médiatique ? Elle a bien entendu son influence, mais en même temps, du fait même de la montée des populismes, elle sent le sol qui se dérobe sous ses pieds. Elle est comme l'ours blanc sur la banquise qui... du réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, on pourrait parler ici de réchauffement idéologique. C'est assez frappant parce que, comment dire, tous ces gens argumentent à partir de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, visiblement. Alors vous parlez de l'influence des médias. Évidemment, il y a toujours une influence des médias. Lorsque Emmanuel Macron, tombant dans la comparaison zoologique et animalière, ou médicale en tout cas, nous dit que le populisme c'est la lèpre, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, la lèpre c'est très contagieux, on s'en aperçoit, parce qu'il y a de plus en plus de lépreux, et qu'aux prochaines élections européennes, nous allons voir s'affronter un axe descendant qui est Macron-Merkel, et un axe montant qui est Salvini-Orban. Ce qui est frappant aussi, c'est que les exemples donnés, évidemment, c'est toujours Le Pen, le Front National, etc., qui ne sont sans doute pas, contrairement à ce que l'on croit, des mouvements qui sont purement populistes. À aucun moment, par exemple, la Ligue italienne ou le mouvement 5 étoiles, qui sont beaucoup plus caractéristiques, surtout le mouvement 5 étoiles, du phénomène populiste, ne sont cités. Donc, influence de la propagande, influence des médias, et en même temps, on sait bien par tous les sondages que la crédibilité des médias est de plus en plus en baisse. L'un des carburants moteurs du populisme, c'est que les gens, tout simplement, n'y croient plus. Ils ne croient plus ce qu'on leur dit. Ils ont constaté que les partis de droite et les partis de gauche font la même chose, à peu près, qu'on ne leur demande pas leur avis. Quand on leur demande, on n'en tient pas compte, on ne tient pas compte de leurs réponses, comme on l'a vu au référendum européen de 2005, qui a été d'ailleurs l'une des dates
fondamentale de l'essor du populisme, donc ils n'y croient plus. Il y a une sorte de scepticisme, parce que eux, comme disait Peggy, ils voient ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils voient une réalité quotidienne qui ne correspond pas au paysage bisounours qu'il leur est donné à la radio et à la télévision. Donc il faut un peu dialectiser tout ça. Il y a toujours une influence, évidemment, mais en même temps, il y a un manque de crédibilité qui alimente puissamment le populisme. Alors ce cocktail a donné lieu à de nombreuses attaques envers les journalistes de la part des candidats que certains considèrent comme étant populistes. Le champion, je pense qu'on peut dire que c'est Donald Trump, et je vous propose de regarder quelques extraits. It's up to him. You want him to rein in Robert Mueller? What a stupid question that is. What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. You know what? Away. That's I not think an you invasion. should, honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings Let would me be ask, much better. if I may ask one other question, Mr. President, if I may ask Peter, one go other ahead. question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President, me, that's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have I'm not concerned indictments- about anything with that you the may have Russian indictments coming down? investigation because it's a hoax. Are you- That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. Since you're attacking us, can you give us a question? No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, Go ahead. since you are attacking No, our news not you. organization, Not can you. you give us a chance? Your organization You is are attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to ask go. a question, sir? Go ahead. Sir, can you Quiet. state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking a categorically, question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm not us a going to give you a question? question. Can I'm you- not going to give you a can you sta- question. can you state categorically? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not Go ahead. appropriate. Okay, question? Yeah, go ahead. Sure. She's shocked that I picked her. No. She's like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay. I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Go ahead. Excuse me. Don't do that. Do you have a question on trade? Do you Mr. have, President. excuse me. Do you have a question on trade? We'll We do just- one or two more questions You on answered trade. several. Alors Trump, évidemment, il fait jamais dans la dentelle, c'est quand même assez violent comme opposition, il est un peu nos limites, on va dire. Mais finalement, il y a quand même quelque chose qui est un peu choquant chez Trump, c'est que c'est lui qui incarne cette contre-élite, on va dire, alors qu'il est milliardaire, qu'il fait partie du système aussi, finalement. Alors, quelques remarques sur Trump. D'abord, dès l'élection de Trump, j'ai dit et écrit qu'il fallait distinguer deux choses. Il y a le personnage Trump. Personnage visiblement très égocentré, un peu paranoïaque, exalté, combatif, fantasque et imprévisible. Et il y a le phénomène Trump. Le phénomène Trump est de toute évidence un phénomène populiste. C'est la critique populiste de l'establishment de Washington qui a porté Trump au pouvoir, qui après a pris différentes options qui lui sont propres. Deuxième remarque sur le style effectivement violent. Il faut le recadrer dans le contexte américain. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, dont les Français ont souvent une perception un peu faussée uniquement à partir de New York, Washington et la Californie, sont un pays brutal, direct, violent. On le voit avec tous les massacres, les tueries de masse, etc., etc. Le style de Trump peut nous choquer. Il choque ses adversaires aux États-Unis, mais il ne choque pas son électorat. La popularité de Trump n'est pas en baisse, loin de là. Troisièmement, bien que le style Trump soit vraiment pas ma tasse de thé, je dois dire que parfois on se prend à regretter que les hommes politiques français n'aient pas le courage, pour ne pas employer un autre mot, de ne pas envoyer paître directement les journalistes qui essayent systématiquement, non pas de les interroger, mais de les piéger,
alors qu'ils... Avec un parti pris en plus. Avec bien sûr un parti pris. On les voit au contraire docilement se jeter par les anneaux qu'on leur tend, passer sous les fourches caudines et essayer avant tout de ne pas mécontenter les médias. Bon, leurs électeurs aimeraient sans doute que de temps en temps, ils aient le courage de dire « ça suffit, vous sortez de votre rôle. Hein, vous ne pouvez pas être juge et parti, vous ne pouvez pas être journaliste et procureur, je m'en vais. » Alors, on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un lien entre cette montée du populisme et cette volonté de retour à la souveraineté nationale. Évidemment, il y a plusieurs pans dans cette souveraineté. Il y a la souveraineté territoriale avec une opposition de plus en plus franche quant à l'immigration depuis l'arrivée de vagues de clandestins. Il y a également une forme de protectionnisme national, d'ailleurs, que Trump a essayé de promouvoir aux États-Unis. Alors attention, le protectionnisme national, évidemment, c'est pas forcément favorable aux autres pays, mais en même temps, c'est pas le but. Il y a également, finalement, une façon, je dirais, de faire de la politique à l'ancienne, avec un rapport assumé à la puissance, à l'acceptation que la politique, c'est aussi un jeu de rapport de force. C'est en fait la claire conscience que la politique, c'est cela. Hein, ce n'est pas aussi un rapport de force, c'est d'abord, fondamentalement, un rapport de force. Le grand drame, c'est précisément que nos dirigeants, qui ont été formés à l'école de la technocratie, du libéralisme, pour qui toutes les questions politiques sont en dernière analyse des questions techniques qu'on va résoudre de façon rationnelle et consensuelle, ont oublié ce qu'est la politique. Hein. L'essence du politique, comme dit Carl Schmitt, pour le citer encore une fois, c'est l'ami et l'ennemi. Il y a des gens qui servent nos intérêts, d'autres qui les desservent, et dans certains cas, le rapport de force peut malheureusement monter aux extrêmes. Le politique fait retour avec le populisme. Et ceux qui essayent d'interpréter le populisme comme un phénomène antipolitique se trompent absolument. C'est le contraire. C'est le retour du politique, et en particulier du désir de repère, du désir de clivage, et de clivage nouveau, à un moment où les partis, par leur recentrage de leur programme, de leurs pratiques, de leurs objectifs, finalement, ne différaient plus que sur les moyens de parvenir à ces mêmes objectifs. Alors, on a évoqué tout à l'heure le retour des années 30, des années les plus sombres, etc. Alors, on a vu, après la période 45, de plus en plus d'institutions internationales. On pense évidemment à l'ONU, mais plein d'autres, le tribunal pénal international et plein d'organisations internationales. On voit que ces populistes ont tous une opposition franche à l'égard de ces organisations internationales, justement pour un retour à la souveraineté judiciaire aussi, j'allais dire. Je dirais que ce n'est pas seulement le problème de la souveraineté, bien qu'il soit évidemment essentiel, tout comme le problème de l'identité. C'est que les populistes perçoivent plus ou moins consciemment, mais souvent très consciemment, que l'opposition fondamentale aujourd'hui, c'est l'opposition entre ceux qui veulent un monde unifié, un mondialisme unitaire, un état de droit mondial, comme dit Jacques Attali, et c'est-à-dire la suppression des limites et des frontières, dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire la porte ouverte à l'illimitation de la logique capitaliste qui vise à transformer le monde en un immense marché planétaire, hein, mais également la suppression des frontières qui sont non seulement des éléments de sécurité, mais qui sont aussi ce qui est nécessaire à l'exercice de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens, et il n'y a pas de citoyens là où il ne peut pas y avoir de non-citoyens. Voilà une chose très importante qu'il faut rappeler. Et puis, il y a également deux éléments qui me paraissent importants. Si j'ai bien compris, on s'oriente un peu vers la fin de l'émission, tout à fait. De l'émission. Tout à l'heure, parmi les personnes interrogées, il disait Le Pen, mais il y avait aussi Mélenchon. Cette remarque-là était assez intéressante, qu'elle soit fondée ou pas fondée. C'est-à-dire que les gens perçoivent qu'il y a des populismes différents. Comme ils sont attachés encore à un vieux vocabulaire, ils parlent de populisme de droite et populisme de gauche. Mais c'est vrai
c'est vrai que ça existe. Les orientations d'un mouvement comme Podemos en Espagne ne sont pas les orientations de la Lega en Italie, pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres. Ce qui n'a pas empêché que la Lega a réussi à s'allier avec M5S. C'est là un élément fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le populisme n'est pas une idéologie. Les gens qui parlent d'idéologie populiste, qui résument généralement à grands traits, sont tout à fait à côté de la plaque. Il n'y a pas d'idéologie populiste. Le populisme peut se combiner pratiquement avec n'importe quelle idéologie, ou peu s'en faut. Il y a en revanche un style populiste. Et c'est ce style populiste qui va toucher des organisations d'orientation très différentes, qui expliquent la diversité des populismes et qui facilite aussi le fait que l'on a attribué le qualificatif de populiste à tout et à n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la montée des populismes un peu partout en Europe se fait évidemment au détriment de quelque chose. Au détriment de quoi? Elle se fait au détriment de ces grandes forces quasi-institutionnels, qui étaient ce qu'on appelle les partis de gouvernement, les vieux partis de gouvernement, qui, dans la plupart des pays, souvent en alternance, gouvernaient paisiblement, si l'on peut dire, depuis des décennies et des décennies. Or, nous voyons que ce système éclate. Il a éclaté complètement. Mélenchon, le dégagisme. Tout à fait. Mais on voit bien qui dégage. C'est-à-dire, fondamentalement, comme en Italie, comme en Autriche, comme en Hongrie, comme dans d'autres pays encore, les vieux partis qui fondent. Regardez en France, où le phénomène est largement entamé, Parti socialiste, parti qui a pris part de façon prépondérante pendant plus d'un siècle aux luttes sociales et politiques en France, tombé à 6 ou 8%. Obligé de vendre son siège. Le Parti communiste est devenu une secte social-démocrate, les Républicains ont bien du mal à exister, et donc on voit partout ce même phénomène. Or, ces vieux partis institutionnels étaient aussi porteurs du vecteur droite-gauche, du clivage droite-gauche traditionnel. La vie politique se déroulait sur un mode que je dirais horizontal. Il y avait d'un côté la droite, d'un côté la gauche, et puis entre les deux, il y avait un curseur qui se baladait au fil des événements, des élections, et qui allait plutôt dans un sens ou dans l'autre. Avec le populisme, cette géométrie spatiale vole en éclats, et c'est en cela qu'on ne peut pas le comparer à des phénomènes antérieurs. C'est-à-dire qu'à l'opposition droite-gauche se substitue une opposition de type vertical entre haut et bas. C'est le peuple dans ses différentes composantes. Essentiellement aujourd'hui, les classes populaires renforcées par l'afflux continu de classes moyennes qui sont en voie de déclassement, sinon de disparition même dans certains pays, qui se dressent contre des élites perçues à la fois comme indifférentes au sort de la nation, comme indifférentes à leur propre sort, comme indifférentes à la démocratie, et dont la pratique, finalement, ne fait que les marginaliser, les exclure et les humilier. Alors on a vu tout à l'heure pendant notre micro-trottoir que Marine Le Pen revenait souvent, donc en personnalité jugée comme populiste. Ce que je vous propose, c'est de regarder 4 tweets qu'elle a fait récemment, qui étaient relatifs à des émissions auxquelles elle avait participé. Certains sont très significatifs peut-être de cette idée de populisme. On va regarder. L'augmentation des taxes sur le carburant vise en réalité à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, qu'Emmanuel Macron utilise pour la politique d'immigration, pour augmenter la dotation à l'Union européenne et pour ses amis, c'est-à-dire les plus riches. La montée en puissance en Europe de l'ensemble des mouvements politiques qui défendent la liberté de leur nation face à l'Europe des technocrates nous permet d'envisager de transformer cette Union européenne en une Europe des nations et des coopérations. Le monde est progressivement en train de tourner le dos à la mondialisation sauvage, dont on a vu les multiples ravages. De plus en plus de pays disent « stop », la meilleure protection, c'est la nation. Ce sont les empires qui sont à l'origine de la Première Guerre mondiale, pas les nations. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le défenseur de cette espèce de nouvel empire qu'est l'Union européenne, qui écrase sous sa botte les peuples européens.
Alors on a l'impression qu'il y a deux notions. La première, on l'a déjà évoquée, c'est finalement la préoccupation, j'allais dire, du pays réel, le retour au peuple et à ses inquiétudes du quotidien. On l'a vu avec le carburant et on le verra sans doute avec le 17 novembre aujourd'hui de ce fait et les gilets jaunes. Mais il y a un deuxième aspect qu'on a survolé, c'est le retour à la nation et cette notion d'empire qu'elle oppose précisément à la nation. Est-ce que finalement, cette volonté impériale a fait long feu et c'est justement ce retour au national que l'on peut percevoir dans tous ces mouvements populistes? C'est un très vaste sujet qui est difficile d'aborder rapidement. Je vais essayer d'être assez simple. Lorsqu'elle emploie cette rhétorique nationale, entre guillemets, Marine Le Pen se situe dans une vieille tradition française qui, dans son histoire, a constamment opposé le modèle de la nation et le modèle de l'empire. Personnellement, je suis en désaccord avec elle sur la définition que l'on peut donner de l'empire. La deuxième, c'est que je trouve que Marine Le Pen fait beaucoup d'honneur à l'Union européenne en la définissant comme impériale. Elle n'est absolument pas impériale, elle est fondamentalement jacobine, centralisatrice, et elle fait le contraire de ce qu'ont fait les véritables empires au cours de leur histoire, que ce soit l'Empire romain, l'Empire des Habsbourg, l'Empire romain germanique, etc. Donc là, on ne va évidemment pas s'engager sur une querelle de mots, mais je dirais que son point de vue, qui garde bien sûr sa légitimité, il est bien clair que les gens, quel que soit leur sentiment sur l'Europe, que parce que l'Europe ce n'est pas l'Union européenne ce n'est pas l'Europe, les gens trouvent qu'il vaut mieux se replier sur les nations que de fuir en avant dans une sorte de cosmopolitisme sans visage, complètement sans rapport avec les réalités quotidiennes. Mais la nation n'est pas le seul élément d'enracinement. C'est la raison pour laquelle je dirais qu'il faut aller au-delà, chercher les différentes formes d'enracinement. Il y a des enracinements régionaux, il y a des enracinements locaux. Partout où des communautés vivantes, démocratiques, libérées des emprises mondiales s'installent, on retrouve ce thème de la souveraineté populaire qui effectivement peut très bien et doit dans certains cas s'exprimer dans le cadre des nations, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres formes d'enracinement local, communautaire, régional, qui ne sont pas à mépriser. Le choix n'est pas d'ailleurs entre ces enracinements-là et l'appartenance aux nations. Les nations sont des réalités, mais il faut raisonner à plusieurs niveaux. On peut être breton, français et européen sans qu'il y ait là de contradictions fondamentales. Il ne faut pas oublier aussi que dans le contexte d'une mondialisation sauvage qui nous menace aujourd'hui et dont le moteur principal est, encore une fois, la logique du profit, la transformation de la société des hommes en simple société de marché, dans cette perspective-là, il y a aussi nécessité de voir comment on peut constituer de grands regroupements, de grands pôles de culture et de civilisation. Nous sommes sortis, fort heureusement, du monde bipolaire qui avait été instauré à Yalta. Nous rentrons dans un monde multipolaire qui est un monde difficile, incertain, dont nous ne dessinons pas encore complètement les contours et auquel il faut évidemment être très attentif, mais la vocation naturelle de l'ensemble, je dirais, continental européen, c'est quand même de créer un pôle de puissance, non pas seulement un pôle économique et commercial, mais un pôle de puissance politique, militaire, etc., qui puisse jouer son rôle de creuset de culture et de civilisation dans un monde où les rapports de force vont être de plus en plus compliqués et vont mettre en jeu des forces et des puissances de plus en plus grandes. Et concrètement, comment peut-on aboutir à cela quand on voit l'émergence de populisme dans diverses nations européennes et que chacune ont une tendance à vouloir revenir à l'esprit national, pour ne pas dire l'esprit jacobin que vous avez évoqué tout à l'heure? Est-ce que finalement il n'y aurait pas une forme d'opposition? Est-ce que pour arriver à cette vision de l'Europe,
décorrélé totalement de l'Union européenne, il ne faudrait pas amender légèrement les propos des populistes qui sont en cours et qui montent aujourd'hui? Les populistes ont certainement à infléchir leurs propositions, leurs programmes dans toute une série de domaines, non seulement sur ce point-là, mais à propos de l'Europe, à propos de l'écologie, à propos de leurs choix en politique internationale. Il y a beaucoup à faire. Mais précisément, je vous le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'idéologie populiste, hein, et c'est la raison pour laquelle, moi je trouve que le phénomène populiste, qui est le phénomène le plus important de ces dernières décennies, en Europe occidentale et ailleurs, est un fait positif. Mais les populistes peuvent prendre des décisions excellentes ou d'autres qui seront détestables. Simplement, il faut voir quel est le moment historique dans lequel on se situe. Nous ne sommes pas encore au moment où il est possible de faire un bilan de cette vague populiste qui, pour l'instant, ne cesse d'enfler et de déferler, mais ne s'est pas encore sédimenté. L'exemple de l'Italie, par exemple, sera très intéressant à suivre. Lorsque l'heure du bilan sera venue, on pourra juger sur pièce. Maintenant, bien sûr, il y a toujours toute formule à ses risques. Hein. Toute idée peut devenir folle, même les meilleures. Hein. Et il est toujours très regrettable de voir, enfin moi en tout cas j'y suis très sensible, des querelles qui surviennent à l'intérieur de l'Europe, que ce soit celles qui opposent les Ukrainiens aux Russes, les Catalans aux Espagnols, et bien d'autres qui peuvent ressurgir demain. Mais il faut voir également que les premiers responsables de cette fragmentation, c'est la politique qui a été suivie depuis plusieurs décennies. L'adoption de l'euro, qui en soi n'était pas une mauvaise idée, mais dont les conditions de mise en place ont été déplorables, a déjà coupé en deux l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. La mise en place des politiques d'austérité libérale qui a fait suite pour soi-disant remédier à un endettement et payer une dette dont chacun sait qu'elle ne sera jamais payée, a accentuer encore cette coupure nord-sud. Et maintenant, nous voyons à la faveur de toutes les pathologies sociales nées de l'immigration, une coupure est-ouest. Hein, entre les pays de l'Ouest qui finalement se laissent envahir progressivement et les pays de l'Est qui, avertis par une histoire récente, sont soucieux de sauvegarder leurs frontières. Donc on revient toujours à cette même histoire. Est-ce que nous sommes capables d'instaurer des limites dans tous les domaines ? Est-ce que nous sommes capables de comprendre la nécessité des frontières ? Si nous ne le comprenons pas, nous aurons d'un côté une vague qui va tout emporter dans le délire libéral du marché planétaire, et de l'autre côté, des crispations, des sédimentations, des cristallisations nouvelles, car il n'y a jamais eu autant de nouvelles frontières qui sont apparues que depuis qu'on a voulu les nier. Eh bien, merci beaucoup Alain de Benoît. Je rappelle aux téléspectateurs, pour aller plus loin, votre dernier ouvrage, Le Moment populiste, Droite-Gauche c'est fini, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, j'en profite pour remercier Floriane Jeannin qui va nous quitter quelques mois pour une belle aventure. Floriane m'a permis de faire progresser cette émission et au fil des semaines, je la remercie beaucoup et j'attends son retour impatiemment. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.